Bonjour. Je suis extrêmement contente de vous voir en si grand nombre ce soir, tellement que on va rencontrer un petit problème logistique tout à l'heure lorsque nous allons vouloir interagir. Je vous le dis tout de suite, on va se creuser les méninges en même temps puisque nous avons deux langues en présence, comme vous le voyez. Je vais parler français. Je suis accompagnée ce soir de Vincent. J'ai oublié ton nom. Vincent Bexiga et Julie Girard, qui m'accompagne toute la soirée. Ce soir, on a donc, c'est une rencontre bilingue qu'on a ce soir. Et ce soir, Judith et moi, on vous invite dans notre studio. On est en recherche-création depuis un mois ensemble maintenant. Et vous pensez que vous êtes tranquille ce soir et que vous allez simplement pouvoir écouter une histoire que je vais vous raconter. Mais nous, en fait, la raison pour laquelle on vous a invité, c'est qu'on veut profiter de chacune de vos spécialités et que vous puissiez nous donner toutes les idées qu'on n'a pas encore eues. Alors, pensez pas que vous êtes tranquille. Je vais vous interpeller. Par contre, je vous dis tout de suite que ce qu'on avait prévu était que, pour faciliter ou pour permettre justement la coexistence des langues, c'est que les gens qui veulent parler en français ou en langue des signes se déplacent et viennent à l'avant pour être vus par tout le monde. Mais là, les marches sont pleines. Je ne sais pas exactement comment on va faire, mais on devra, en cours de route, s'adapter et trouver une solution pour faire en sorte que les personnes locutrices des langues signées puissent voir les autres personnes qui signent, etc., etc. Alors, nous aurons à collaborer sur ce sujet. On est tout le monde prêt? Ici, c'est mes notes. Hein. Je vais devoir me pencher de temps en temps. Marion, donc, qui a fait la présentation, vous a donné déjà un premier élément de contexte. Je suis donc invitée dans le cadre d'une chaire de recherche internationale pour venir collaborer avec le projet SIGAL. Le projet SIGAL qui veut dire quoi, Judith? Capture et interaction avec des gestes artistiques. Capture et interaction avec des gestes artistiques, langagiers et gestes artistiques, langagiers et expressifs. Ce groupe de recherche, donc ce projet de recherche rassemble une quinzaine de personnes qui sont rassemblées liées par un intérêt commun qui est celui du geste, un intérêt pour le geste. Mais chacune des personnes dans ce groupe de recherche, dans ce projet de recherche, a sa perspective particulière. Certaines personnes sont des linguistes, s'intéressent au geste pour son accompagnement de la parole. D'autres personnes sont aussi linguistes et s'intéressent au geste et de façon plus précise aux langues signées, ce qui est aussi mon cas. D'autres personnes s'intéressent au geste pour sa présence scénique. On est ici au Conservatoire d'art dramatique de Paris, qui est un des partenaires du projet SIGAL. D'autres personnes encore s'intéressent au geste avec pour objectif de développer ou de travailler, de développer des dispositifs de capture de mouvements et de développement d'installations ou de projets interactifs qui impliquent des avatars virtuels en interaction avec des mouvements réels. Et la commande qui m'est faite pendant ce séjour est de participer à l'hybridation. L'intérêt de ce groupe de recherche, c'est le croisement des perspectives et de faire générer, de découvrir ce qu'on peut faire générer en rassemblant les perspectives. Alors, Judith et moi, on a relevé le défi. On s'est dit, d'accord, tant qu'à y être, on ne va pas juste en parler, on va se jeter à l'eau et on va ensemble essayer de voir comment est-ce qu'on peut faire se rencontrer un intérêt pour la poésie en langue des signes et un travail sur les dispositifs techniques qui permettent de créer de l'interaction entre gestualité réelle et gestualité virtuelle. Ce soir, donc, on ouvre la porte au laboratoire. On vous ouvre la porte de notre laboratoire, oui, et on vous a toutes mis à l'entrée un petit sarrau blanc, donc j'espère que vous vous sentez toutes et tous laborantins, puisque on va se questionner ensemble sur comment est-ce qu'on peut faire interagir tout ça.
Fait que déjà, je vais vous donner quelques éléments de base sur nos matériaux de base, quelques éléments de contexte. Je peux vous dire d'où moi je viens. Je peux vous dire les perspectives de chacun, mais je vais vous donner quelques éléments sur la mienne de perspective. Je m'intéresse, donc j'ai fait ma thèse qui est presque finie. Marion a dit en cours de thèse, c'est vraiment pas gentil de sa part. Je l'ai fini, là. T'sais. Bon. Alors, j'ai fait ma thèse sur la poésie en langue des signes. Dans ma thèse, j'ai fait une histoire de l'apparition de la critique littéraire, le regard qu'on pose sur la création en langue des signes. Et je m'intéresse plus particulièrement au mouvement, au geste. C'est ce qui m'amène notamment à mon intérêt pour le mouvement m'amène à développer un intérêt pour la création littéraire dans les langues des signes. Je vais vous en donner un petit peu plus après. Mais je vais vous donner aussi un autre élément de contexte. Un autre des trucs qui m'intéresse vraiment beaucoup ou qui m'interpelle beaucoup, c'est l'histoire politique des communautés sourdes à travers le monde, de toutes ces personnes qui sont rassemblées sous cette expression. On peut les désigner en parlant du peuple de l'œil. C'est une expression qui a été utilisée par par des auteurs, puis là, je ne vais pas faire des vedettes. Disons que... alors, je m'intéresse beaucoup à l'histoire politique du peuple de l'œil, qui est extrêmement inspirante et qui contient beaucoup d'enseignements. Puis déjà, vous donner quelques éléments, parce qu'évidemment, on n'a pas beaucoup de temps. On a 2 heures à passer ensemble ce soir au maximum, pour vous donner quelques éléments, parce que ça va revenir notamment dans ce que je vais vous montrer. On connaît les langues signées, on a des traces des langues signées depuis aussi longtemps que l'Antiquité. Alors, quelques éléments d'information de base pour des personnes qui ne seraient pas du tout initiées aux langues des signes. Les langues des signes existent donc depuis tout le temps. On en a des traces. Aristote en parlait déjà, quoiqu'il n'était pas très gentil, lui, mais il en parlait déjà dans l'Antiquité. Et il faut que je vous dise que non, ce n'est pas un code artificiel inventé par une personne entendante qui aurait voulu aider les sourds. C'est pas ça du tout. Les langues signées sont des langues naturelles et elles sont aussi diversifiées qu'il y a de communautés qui utilisent ces langues signées. Qu'on en connaisse, répertoriées, j'ai lu à certains moments 130, 140 langues. J'ai aussi lu 200 langues qu'on connaîtrait, mais on sait aussi qu'il y en a qu'on connaît pas, c'est-à-dire qu'on n'a pas étudié. C'est ce que ça veut dire. Ça, c'est les universitaires qui désignent ce qu'on connaît. Bref, il y a une grande multitude de langues des signes. Et dans ces langues des signes, il y a de la création partout. Il y a de longues traditions de création de différents genres littéraires. On en a des traces parce que des gens en ont parlé d'aussi loin que le 16e, 17e siècle. On sait ça. Après, on commence à en avoir vraiment des traces où on peut les étudier davantage à partir du moment où on peut commencer à les enregistrer. Alors, dès le début du 20e siècle, on commence à avoir des films de discours en langue des signes, puis on peut davantage, à ce moment-là, voir... oui, on a certains fragments qui nous permettent de comparer différents usages des langues des signes. Aujourd'hui, vous vous imaginez bien qu'avec Internet, on a la possibilité d'enregistrer. L'enregistrement est accessible, ce qui permet une prolifération de la diffusion. On assiste en substance à l'apparition de l'imprimerie ou à l'usage de l'imprimerie, ce qui nous permet de voir plusieurs langues signées, ce qui nous permet aussi de voir beaucoup plus la création en langue des signes. Et une des raisons pour lesquelles l'histoire politique du peuple de l'œil m'intéresse énormément, c'est qu'il y a une puissance dans ce mouvement ce mouvement d'émancipation, parce que dans l'histoire des sourds, on sait, je disais qu'Aristote n'était pas gentil parce qu'Aristote voyait bien que des sourds signaient mais rangeaient les sourds du côté du non-humain. Lui, il avait décidé que pour être vraiment un être humain, il fallait articuler de la parole par la voix. Alors, il estimait que les sourds n'étaient pas très humains, mais Platon déjà n'était pas d'accord. Puis après, cette chicane-là a duré et dure jusqu'à maintenant. On continue encore aujourd'hui à voir se côtoyer. Maintenant, ça s'est transposé dans l'éducation, aussi dans le domaine médical. Je vais extrêmement vite, mais c'est pour vous donner quelques indications. On voit s'opposer une
une position qui est une position culturelle de la langue des signes, une identité culturelle et linguistique par rapport à une approche médicale qui viserait à réparer l'audition et à assimiler les personnes sourdes dans la majorité entendante à ce qu'elles fonctionnent de façon invisible. Et un des trucs que je trouve extrêmement inspirant, c'est qu'à travers les siècles, voire les millénaires, ces personnes se sont effectivement rassemblées et ont maintenu une multitude de langues vivantes. Et aujourd'hui, on a une organisation qui est internationale. Les communautés sourdes ont des associations locales, régionales, nationales, internationales. On a des institutions. Et si on parle de création, il existe des grands festivals de cinéma internationaux, des festivals d'art de la scène internationaux, de la diffusion, des grands congrès d'histoire, des congrès scientifiques. Et il existe pourtant un aveuglement du côté de la majorité entendante qui continue de ne pas reconnaître, bien que ça soit tout à fait présent, la présence et surtout ne pas se laisser inspirer par ce qu'il y a de présent dans cette création littéraire. Alors, je vais vous en montrer. La poésie en langue des signes, je vais me restreindre sur la poésie, porte en elle comme enseignement notamment, et elle devrait nous dire à tous et à toutes, et je n'ai pas besoin de parler à mes amis et collègues locuteurs et locutrices des langues des signes. En ce moment, je parle aux personnes qui seraient moins... qui n'auraient pas eu l'occasion ni d'en connaître, ni d'en voir, ni de voir de la création littéraire. C'est évidemment un art littéraire. Il s'agit de faire de la création narrative. Il existe des traditions théâtrales, des traditions de récits, des traditions poétiques, et enfin de tous les genres. Mais c'est aussi, vous allez le voir tout à l'heure, un art de la scène. La poésie en langue des signes se montre beaucoup sur scène. Il y a des traditions de ça, de Deaf Club aux États-Unis ou d'associations où les sourds se rencontrent pour donner à leur public leur création. C'est un art de la scène. C'est aussi un art visuel et c'est aussi un art du mouvement. Et cette synthèse en fait un art tout à fait singulier qui est susceptible d'influencer d'autres arts pour un peu qu'on les regarde. Et d'ailleurs, dans la poésie en langue des signes, et vous allez le voir un peu tout à l'heure, vous allez le déceler tout à l'heure, il y a des dialogues qui se font avec le cinéma, avec le théâtre, avec la danse, avec les arts de la scène. Il y a un condensé de tout ça dans la poésie. Et les traditions aussi ne sont pas prises dans les frontières nationales. C'est-à-dire qu'il y a des traditions qui traversent, des traditions de création, je veux dire, qui circulent. Les frontières de ce peuple de l'œil ne sont pas confinées à l'intérieur des frontières nationales. Il y a aussi un autre truc qui est absolument saisissant et qu'il faudrait bien regarder, c'est que dans cette langue des signes, il y a effectivement fusion entre corps et langage, qui est bien quelque chose qui travaille les philosophes depuis l'Antiquité, auquel un sujet ou un problème auquel on n'arrive pas à trouver de solution. Et pourtant, on a bel et bien là des gens qui nous en donnent des exemples qui nous permettent de penser les choses, qui déplaceraient les sillons de pensée creusés depuis très, très, très longtemps, et qu'on gagnerait tous et toutes beaucoup à regarder. Alors, c'est ce que je vais vous inviter à faire ce soir, en déjà vous montrant un premier poème. Alors là, j'ai tergiversé. Je me suis demandé si j'allais vous montrer plusieurs extraits de plusieurs approches différentes pour que vous puissiez, tout le monde, saisir que la différence dans les démarches de création de différents poètes et de voir à quel point ça peut être diversifié. Moi, j'avais aussi le choix de vous montrer un poème entier, ce que j'ai finalement décidé de faire, sachant que vous alliez râler de toute façon, que je fasse un ou l'autre. Alors, j'ai plutôt choisi de vous en montrer un complet qui dure 9 minutes. Je vais vous le mettre au complet pour que vous puissiez le recevoir. Il est en American Sign Language. Alors ça, c'est pour faire exprès, c'est pour que personne ne le comprenne.
Il y a aussi des gens qui l'ont déjà vu, puisqu'on fait un séminaire d'analyse d'œuvre en ce moment, des personnes l'ont déjà vu, ça vous permettra d'aller plus loin. Alors, quand je vais vous demander d'intervenir après, certaines personnes ne seront pas à leur premier visionnement. Si vous ne connaissez pas du tout la langue des signes, je vous invite simplement à le recevoir, gardant en tête que ce que je viens de vous dire, là, qui est le croisement avec plusieurs œuvres, puis laissez venir ce qui vous vient justement en étant libéré de l'accroche au sens. Je vous présente Debbie Rennie, qui va apparaître ici. La voilà. Debbie Rennie est une artiste. Je la laisse aller. D'abord, elle est partie.
Chef-d'œuvre. Chef-d'œuvre. Avant de me mettre à parler, j'ai envie de vous demander tout de suite un peu de vos réactions. Est-ce qu'on peut avoir un peu de lumière sur la salle? Ah, c'est maintenant qu'on commence à jouer. Là, comme manifestement, on ne peut pas se déplacer, on va faire une autre organisation. Les personnes qui voudront parler en français seront donc interprétées en langue des signes ici. Restez à votre place. Vous serez interprétés en langue des signes ici. Les personnes qui s'exprimeront en LSF, on va organiser une interprétation miroir. Mais à ce moment-là, c'est-à-dire que vous signez par ici et l'interprète pourra rendre le discours à la salle. Par contre, on va vous demander de signer tranquillement pour qu'elle puisse faire le relais. Je vais te donner un micro pour la voix. Est-ce que vous avez des réactions spontanées après avoir vu ce chef-d'œuvre? Chef-d'œuvre. Vous êtes gênés, là, il y a trop de monde, mais là, vous êtes dans notre studio, là, il n'y a rien, là, tu sais, c'est pas un théâtre, là, il n'y a rien de ça. Oui? Oui? Vous avez une réaction? Oui? Oui, moi j'ai trouvé ça très expressif et avec une relation avec le cinéma muet. Des moments où on arrivait, alors on verra l'histoire, mais des moments où on arrivait à comprendre des scènes, peut-être avec une mauvaise interprétation. Mais en tout cas, une vraie poésie de geste et le sens de l'attente. Le sens de? L'attente. L'attente. Clairement. D'autres réactions spontanées? Oui? J'ai un peu découvert pour la première fois l'idée de chorégraphie en fait. J'ai eu l'impression de voir des... Ça peut paraître bête, mais j'ai trouvé les gestes beaux. J'ai vu quelque chose d'extrêmement beau et d'extrêmement dessiné en fait. Chose dont j'avais absolument pas conscience avant. Et c'est vrai que là, on voit un vrai travail, vraiment dans la chorégraphie et dans... Rien n'est laissé au hasard en fait. Voilà. Clairement. D'autres réactions? Je me suis demandé si c'était un récit ou si c'était de la poésie, parce que vu qu'il y avait des bouts qui revenaient un peu de temps en temps, je me disais que c'était peut-être un refrain ou un truc comme une chanson, je ne sais pas. Et du coup, j'essayais de savoir si ça racontait une histoire ou si c'était juste des images. Oui? En rebond, c'est quelque chose peut-être qui tient du compte, d'avoir quelque chose, un élément qui revient. Je ne comprends pas évidemment ce qu'elle racontait, mais peut-être les éléments qui reviennent, peut-être en lien avec la chanson, mais aussi peut-être en lien avec le conte. On a souvent Un thème, un motif récurrent. Qui revient. Au départ, j'ai trouvé ça très beau. Ces répétitions, effectivement, il y a des répétitions, il y a des éléments chorégraphiques. Et en me laissant imprégner, j'avais besoin de comprendre le contenu et j'étais un peu perdu. C'était beau et il y avait des éléments de détail dont j'avais besoin et je me disais mais elle parle de quoi? Et parfois j'étais un peu perdu. Donc visuellement c'est très impressionnant pour les entendants, ils comprennent pas, c'est normal. Et la langue des signes c'est ma langue et là j'avais besoin de savoir malgré tout ce à quoi c'était lié et parfois j'arrivais à faire du lien. Voilà. Oui. Vous disiez que c'est un poème en langue des signes américaine. Mais est-ce que c'est uniquement, de la poésie ou bien de la poésie en ASL? Comment est-ce que cela vous a été présenté?
Je vais peut-être vous donner tout de suite quelques éléments parce qu'après ça, on va continuer. Puis il y aura d'autres moments aussi pour continuer à discuter. Debbie Rennie, donc, est une poète des États-Unis. Elle vit maintenant en Suède. Et vous avez déjà soulevé plusieurs éléments importants. Il y a effectivement, dans son travail spécifique à elle, un travail d'organisation du corps et de construction de son poème aussi en fonction des dynamiques corporelles. C'est un poème en 4 vignettes, 4 éléments d'histoire qui ne sont pas nécessairement reliés entre elles dans la continuité, mais qui sont liés par ce mouvement de pivot qui est à la fois le regard dans un miroir qui se transforme en une chute d'eau à un moment donné, mais qui désigne tant le passage du temps que la transformation de l'espace. Une des particularités du poème de Debbie Rennie, dans ce cas-ci, c'est aussi le fait qu'elle prend des libertés avec la liaison narrative. Elle ne nous fait pas qu'une suite logique dans un récit, mais à certains moments, on sent que ce qui motive l'enchaînement d'une vignette à l'autre est une logique plus dynamique et physique. Puis en ça, elle rejoint effectivement le travail des chorégraphes. Et vous avez aussi raison quand vous avez vu des liens avec le cinéma. Il y a clairement un travail lié au cinéma. On voit qui est au moment où elle parle d'une noyade, en fait, d'une descente au fond de l'eau. On change le niveau narratif. Donc, on a à la fois un travail littéraire, c'est-à-dire qu'on a le narrateur qui parle, qui est le personnage, avec un retrait, puis le narrateur qui désigne son personnage. Fait que moi qui est en train de flotter dans l'eau et le personnage ici, avec ses jambes, qui descend dans le fond de l'eau. Fait qu'on a un changement de niveau narratif, mais qui est aussi un changement de plan, comme on peut voir au cinéma, avec un plan rapproché, puis un plan plus éloigné. Il y a mille et une choses à dire, évidemment, sur le poème, mais j'ai envie de nous amener à qu'est-ce qu'on peut imaginer comme mise en scène pour un poème comme ça. Dans la tradition poétique, on a tendance à faire des mises en scène très sombres, avec aucun dispositif scénique, à voir le langage à l'avant-plan. J'ai envie de vous dire, avant de l'oublier, je vous parle de Debbie Rennie, mais je voulais absolument vous mentionner le fait que des poètes et des comédiens qui travaillent la langue des signes et en langue des signes, il y en a des tonnes ici en France. Vous avez la chance d'avoir à Paris un théâtre permanent qui est l'IVT, qui donne des cours de langue des signes et a une équipe permanente de théâtre. Il y a plusieurs compagnies de théâtre en France. Je pense à la compagnie On-Off qui est à Lyon avec Anthony Guillon, qui est un jeune comédien extrêmement talentueux. Il y en a dans plusieurs villes de France. Vous avez aussi ici en France des poètes qui ont des longues carrières. Je pense à Levent Bescardès, par exemple, qui déploie et qui développe une démarche depuis 25-30 ans maintenant. Aussi des jeunes poètes de la relève, je pense à Mathilde Chabé, comédienne, je pense à François Brajou, qui est ici, à Djenebou Batili, qui est aussi présente ici, que j'ai vu, qui sont des gens à surveiller et qui font un très intéressant travail sur la langue. Aux États-Unis, il y a des gens comme Peter Cook et Kenny Lerner qui travaillent en duo dans un duo qui s'appelle le Flying Words Project. Google est votre ami. Vous devez absolument voir ça. C'est ça, c'est des gens qui font du travail sur le langage et sur la scène et sur ce genre de ce que je viens de dire là, le lien entre la chorégraphie, le lien avec le cinéma, le lien avec la scène. C'est un travail extrêmement inspirant. Un autre truc que j'ai envie de dire pour faire le lien avec le politique de tout à l'heure, c'est que une poésie d'une telle force affirme la langue de telle manière qu'il n'est plus possible du tout de la remettre en question. Et en ça, un élément que je lancerais, c'est un des trucs que je trouve assez puissant, c'est le fait qu'on a tendance à penser les langues signées en lien avec le handicap, toujours rapport à la normalité, à rapprocher de la normalité ou à éloigner de la normalité et à se questionner. Le corps médical se questionne là-dessus, socialement, on se questionne là-dessus dans ces termes-là. Mais une poésie d'une telle force, le langage quotidien aussi, mais une poésie d'une telle force rend complètement caduque la pensée sur le handicap. Après ça,
ça n'existe plus. Qu'est-ce qu'on s'en fout des différences physiologiques ou ça pousse tout le monde au-delà de ce découpage du réel qui devient complètement caduque. Ça nous en débarrasse. Merci. Je reviens au théâtre. On va se questionner sur la mise en scène. Peut-être on va se construire une scène de théâtre. Même on pourrait en mettre encore. Fait que déjà un petit bout de réalité virtuelle qui commence à arriver. Et on va se demander, qu'est-ce qu'on ferait comme mise en scène? OK, la poésie dans un décor très, très sobre, on est d'accord, c'est bien sûr, on ne veut pas le perturber nécessairement. Mais ce soir, si on avait envie de l'imaginer, dans quel type de mise en scène est-ce qu'on pourrait mettre Debbie Rennie? Avec quoi est-ce qu'on pourrait la faire intervenir? Je vous ouvre la piste, même si je n'élaborerai pas trop, mais tout de suite, on aura l'occasion d'en discuter. Je vous ouvre la piste de la publication. On a vu que ça, c'est une captation, alors que Debbie, elle a fait ce poème-là sur scène une seule fois. Drame. C'est une tragédie. On veut pouvoir voir ça plein de fois. On voudrait pouvoir avoir la création de Debbie Rennie dans sa bibliothèque, comme on a d'autres livres auxquels on peut revenir fréquemment. Je vous lance la question de la publication. Et si je la lance, c'est que je sais que des gens dans la salle étudient notamment la littérature numérique et hyper médiatique. J'aimerais ça que vous ayez des idées sur ce qu'on pourrait faire avec ça. Et pendant que vous vous questionnez sur quel genre de mise en scène on pourrait faire avec ça, puisque je vais vous poser la question ensuite, je vais quand même tout de suite vous donner un premier lien, parce qu'on fait ce travail-là sous le thème de la rencontre et on se demande qui on pourrait faire se rencontrer, par exemple. Et en regardant Debbie, mais aussi en regardant le travail que fait Judith et tous ses collègues de l'INREV, le laboratoire qui travaille donc en technologie de l'image numérique, on a vu une correspondance avec une autre artiste que je vais vous présenter maintenant qui s'appelle Jolanta Lappiac. Jolanta Lappiac est une artiste en art visuel. Elle se définit comme une artiste en art visuel plutôt que comme une poète, mais franchement, des fois, on se pose la question. Et Jolanta Lappiac a des liens thématiques avec Debbie Rennie. Dans le poème de Debbie Rennie, il a été question du congrès de Milan. C'est l'image qui saisit le congrès de Milan. Le congrès de Milan arrive en 1880. C'est un congrès qui rassemble des éducateurs de sourds. Je vous fais l'histoire vraiment très rapidement. À partir de ce congrès-là, il y aura une interdiction des langues signées qui va frapper l'ensemble de l'Occident et on va se mettre à interdire aux sourds de signer avec des méthodes coercitives. Je vous laisse, bien sûr, tout le monde voit immédiatement l'impact dévastateur que ça peut avoir sur des milliers de personnes et sur la transmission aussi culturelle et la possibilité de vivre dans sa langue. Le peuple de l'œil partout à travers le monde se bat pour avoir accès à une éducation dans sa langue. Et Debbie Rennie, comme Jolanta Lappiac, travaille sur ce sujet. La démarche de Jolanta Lappiac est marquée par une réflexion sur la dissymétrie du pouvoir qui existe entre la majorité entendante et la minorité sourde et le processus de minoration des langues signées. Et elle fait de la performance, du dessin, tout ça. Puis je vous montre ce travail-là en particulier, qui est une série de photocalligraphies qu'elle a fait. Et une de ses façons de travailler, c'était de montrer la matérialité de la gestualité des langues signées, en s'inscrivant aussi dans différentes traditions. Ici, j'ai failli dire trahison, ça aurait été exceptionnel. C'est vrai. En tout cas,
Donc ici, fait une série de photocalligraphies. Puis là, on a fait des liens, notamment parce que certains collègues ici pourront vous en parler. Je pense à Dominique Boutet et Claire Danet qui sont présents avec nous et qui font partie de l'équipe de SIAL. On fait un travail sur la photocalligraphie. Je les laisserai, eux, élaborer là-dessus éventuellement. Jolanta, donc, en faisant ça, s'interroge aussi sur... fait des liens avec la calligraphie chinoise, en disant dans ce travail de rapport au texte, il y a tout un engagement du corps. Il ne s'agit pas que d'écrire quand on fait de la calligraphie. Tout le corps est engagé. Elle fait un lien direct avec les langues signées et en travaille les tracés comme ça. Et là, on s'est dit, ce serait quand même le fun de faire se rencontrer Debbie Rennie et Jolanta Lapiac. On pourrait utiliser, par exemple, le travail de Jolanta Lapiac comme élément scénographique. Par exemple. Et avoir Debbie Rennie sur scène avec elle, par exemple. Après, elles ne peuvent pas encore beaucoup se parler, mais je vous laisse imaginer ce que ça pourrait, à quoi ça pourrait ressembler. Puis l'autre lien qu'on a fait, c'est quand Judith m'a montré ce sur quoi elle travaillait et j'ai fait « Wow, c'est fou ça, parce que ça ressemble au travail de Jolanta Lapiac. » Puis ce qu'elle m'a montré, c'est ce truc-là. Je vous laisse voir la ressemblance. Ici, j'ai une machine qui s'appelle une Kinect et qui détecte mes mouvements en temps réel et permet... Est-ce que je suis dans le champ ou vous le voyez? Et permet de créer en temps réel, donc, un personnage virtuel qui m'accompagne. Le squelette, c'est parce que je viens d'Amérique du Nord, vous avez compris, c'est l'Halloween. Mais il n'est pas obligé d'être toujours en squelette. Il peut avoir toutes sortes de formes, c'est la magie de l'informatique. Alors, vous voyez quand même un certain lien entre le travail de Jolanta Lapiac et ce que je suis capable de faire ici, elle avec la photo traditionnelle argentique, et ici, avec ce que je suis en train de faire avec cette machine, Judith, elle a l'air de rien comme ça, mais elle a ça roule au bout de ses doigts. Est-ce que quelqu'un veut l'essayer? On peut faire plus complexe aussi. Ça me capte en temps réel. Ça renvoie en temps réel. On pourrait imaginer une Jolanta Lapiac ou une Debbie Rennie avec un personnage miroir. Là, on a pris ces traits-là parce qu'ils ressemblent, ils font un rappel au travail de Jolanta Lapiac, mais il y a mille et une façons de décliner un travail de l'image de cette manière-là. Et la SIAL travaille aussi en capture de mouvements 3D pour fabriquer des personnages virtuels en se questionnant sur ce qu'on pourrait faire comme interaction. Mais avant de parler, est-ce qu'on peut voir Julien Lubec apparaître quelque part? Je pense que certains d'entre vous l'ont comme prof, non? Oui? Vous allez le voir. C'est lui? Vous le reconnaissez? Par exemple, un autre. C'est quand même impressionnant qu'il y ait une expressivité à ces squelettes en mouvement, non? On en sent le... Peut-être qu'on va se mettre là, comme ça on ne sera pas trop dans le... On continue de sentir l'expressivité, même si c'est un squelette, même s'il n'y a pas de poids, même s'il y a... Alors, ça a été fait en capture de mouvement 3D. C'est-à-dire que Julien est venu en studio à Solidanime avec 48 caméras infrarouges autour de lui, une série de marqueurs, de capteurs un peu partout sur son corps. Je ne sais pas il y en avait combien, mais en tout cas un certain nombre. Ces 48 caméras captent chacun de ces mouvements-là. On appelle ça du mocap, du motion capture. C'est ce qu'on utilise pour faire les dessins animés et les effets spéciaux dans les films. Et
Et avec ça, renvoyé dans la machine, on peut fabriquer un personnage virtuel. Là, dans la capture qu'on a, on a uniquement des mains pleines et pas de capture des mouvements du visage, mais ceci est possible. Alors, on pourrait imaginer que des poètes signeurs en langue des signes, comme Jenny Bou qui fait du slam, ou comme François, ou comme Mathilde, ou comme Levent, ou comme tous ces gens-là, se mettent à triper sur ce que pourrait faire leur rencontre avec des captures de mouvements 3D et imaginer comment est-ce qu'ils pourraient interagir avec sur scène pour créer des dispositifs scéniques ou de la publication, des enregistrements ou du travail. Bref, tout est ouvert là, en ce moment. J'aurais quand même envie qu'on essaye un duo tout de suite en live. Si quelqu'un avait envie de venir faire un duo, on pourrait même avoir un poème en langue des signes directement. François, tu viendrais? Là, vous avez de la chance. Vous avez de la chance parce que vous avez certainement un des jeunes poètes prometteurs. Fait que, imaginons, François, ouais, je te mets Julien derrière toi, qui est un mime et qui est là avec nous et qui va faire une série de mimographies. Toi, devant la Kinect, qui va capter tes mouvements, puis je te laisse jouer avec. Sache que par contre, là, tu as des contraintes parce qu'il faut que tu gardes tes mains pleines. Tu ne peux pas beaucoup détailler parce que cette machine-là n'est pas capable. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible dans la vie. C'est juste ce qu'on a. Je te laisse jouer. Oui. Merci. Est-ce qu'on peut avoir un peu de lumière sur la salle? Test studio. Qu'est-ce que vous auriez imaginé? Qu'est-ce que vous imagineriez à partir de ce dispositif-là qu'on pourrait développer? Qu'est-ce que vous aimeriez voir les poètes sourds faire? Qu'est-ce que vous pensez qu'on pourrait faire comme publication? Qu'est-ce que vous avez à me dire? Questions ou idées ou demandes d'élaboration, tout ce que vous voulez. Je regarde l'heure en même temps. Vous pouvez aussi venir l'essayer si des gens veulent venir l'essayer, mais dans le fond, vous ne pourrez pas descendre. Mais en 9 ans, si vous avez envie de venir. Tiens, il n'arrête pas, lui, en plus, pendant ce temps-là. Good. Est-ce qu'il y a des questions, On peut revenir sur Debbie Rennie. Oui? Je pense que la technologie, vous pouvez, pourquoi pas, enregistrer chaque signe avec un mot, et ensuite pouvoir créer à partir de ça, et chaque séquence, un poème, une chanson, et finalement sans avoir besoin d'un être humain pour pouvoir le faire.
Tu veux dire que même sans plus d'êtres humains, sans plus de personnes réelles, Oui. d'avoir une installation complètement virtuelle? La cohésion se fasse automatiquement via le. Je ne sais pas comment on appelle ça, mais je ne sais pas. Oui? Moi, ce que ça me donne envie, c'est que, je sais pas pourquoi, j'avais l'image qu'il y ait plein de gens, en fait. On voit ce qui vient de se passer, un peu comme ça, mais il y avait par exemple, j'en sais rien, 10 personnes alignées, et avec la projection derrière, et voir ce que ça peut faire, et qu'on trouve peut-être même un poème de manière humaine, c'est-à-dire que chacun a une partie, et qu'on voit ce que ça donne multiplié. Je pense que c'est très impressionnant de voir ça. Mais j'aime bien l'idée qu'il y ait la personne qui le fasse vraiment. Oui. Et voir ce que ça rend, peut-être jouer avec les lumières et que la manière dont c'est projeté, ce soit avec une lumière différente ou avec quelque chose d'un éclairage différent. Mais j'aime bien l'idée qu'il y ait le relief, en fait. Je trouve ça assez intéressant. Et d'autres réactions? Oui? Décaler la prise de vue avec le poète, c'est ce poème. Qu'est-ce que tu veux dire? Décaler la prise de vue? Et dans le temps. Dans le temps? Sans qu'on sache exactement quel est le temps. Le temps pourrait lui-même varier. Oui. Fait qu'on puisse avoir la matière reprojetée, avoir un écho, une boucle, mais qui ne soit pas nécessairement une simultanéité. C'est ça que tu dis? Les Judy Gauzet. Ah! Wow! On commence à être nombreuses, là. D'autres réactions? Non? Je vous laisse du temps. Qu'est-ce que ça donne envie aux poètes sourds, par exemple? Oui? Il y a une chose, il y a un problème avec la rémanence du tracé qui fait qu'on n'a pas le silence, le temps de latence entre les gestes, on a l'œil tiré par ça. Et non, mais je pense que ça peut se régler, ce temps de rémanence. Hein. C'est un paramètre comme les autres, normalement. Ouais. On peut-tu même le bouger, Judith? Là? Oui, que ça ne soit pas en continu. Par exemple, qu'il y ait un temps plus court. Ou qu'il y ait des traits différents, ou qu'il y ait une image complètement différente, bien sûr. Est-ce qu'il y a d'autres réactions? On peut aussi revenir parler du poème de Debbie Rennie ou du travail de Jolanta. On peut aussi revenir par là si vous voulez. Moi, l'intérêt que je prends à ça, je connais pas cette technologie, mais c'est vrai que quand je pensais à un dessin au rapport avec la peinture, Oui. je pensais au light painting. Oui. Il existe déjà, je pense. Au blind. Light. Et d'allier en fait un poète ou un slammer dans le dessin avec cette technique de light painting qui peut nous rapprocher de l'écriture et de rapprochement avec un dessin entre écriture et le dessin est rigolo parce que le dessin par le dessin, voilà, c'est l'idée, mais c'est vrai que là je ne vois pas trop l'intérêt de cette technique. En fait, ce que ça nous permet de dire, je vais tout à fait dans ton sens. Notamment, on peut faire ce à quoi on pourrait donner des continuités. Dans le poème de Debbie Rennie, par exemple, ou dans la création poétique, c'est plus marqué dans la démarche de certaines personnes que certaines autres. Dans la démarche du Flying Words Project dont je parlais tout à l'heure, toute leur démarche est axée sur l'image. Ce qu'ils cherchent à faire, en tout cas le cœur de leur démarche,
et il faut que je vous donne quelques petits éléments d'information pour des personnes qui ne connaîtraient pas la langue des signes. Les langues signées sont des langues donc visuo-spatiales, visuo-gestuelles, visuo-spatiales. Dans les structures de base de la grammaire, de la syntaxe des langues signées, on construit des mises en scène à cette échelle-ci, par exemple. Fait que, par exemple, si on veut discuter, on veut rapporter une conversation qui a eu lieu entre plusieurs convives autour d'une table, on va placer la table, on va disposer les convives autour de la table, on pourra en activant activer qui parle pour restituer son discours, on pourra aussi les mettre en lien et on pourra construire l'image. On pourra même illustrer ce dont il était question, par exemple. Et dans les langues signées, donc, des signes et certains éléments de syntaxe ont des degrés divers d'iconicité dans la démarche, c'est-à-dire de capacité de faire image. On en a vu dans le poème de Déby, je vous ai montré l'image des bulles d'eau alors qu'elle est sous l'eau, par exemple. C'est un exemple d'iconicité. La démarche du Flying Words Project en particulier accentue, en fait, élimine tout signe linguistique qui ne s'appuie pas sur de l'iconicité, ce qui fait que quand on les voit signer, leur poésie est plus facilement intercompréhensible entre les langues. Quand on les voit signer, on assiste au passage d'une image à l'autre. C'est comme au cinéma, mais c'est aussi comme en peinture, si tu veux. Chacune des phrases, j'ai envie de dire, fonctionne comme une composition graphique, avec une composition dans l'image, une dynamisation de ce qui se passe dans l'image, puis avec un passage graduel d'une image à une autre. Ce que tu proposes pourrait être directement en boucle avec ce que propose le Flying Words Project, avec une permanence du mouvement. Pardon, l'interprète vous entend pas. Là, avec une permanence du mouvement, parce que là, c'est vrai qu'il y a un problème de réglage, mais on passe au fur et à mesure, donc c'est vrai que c'est assez... En fait, ce que ceci vous montre, ce n'est pas un résultat fini. Ce que ceci vous montre, c'est qu'il est possible de capter un personnage réel pour en fabriquer un personnage virtuel. Ce n'est pas le résultat ou le rendu qu'il faut regarder, sinon la possibilité de la fabrication d'un personnage virtuel. Ce qu'on peut aussi imaginer, puis je reviendrai à ce que tu dis, toi qui parlais d'avoir plein de gens, ce que permet aussi les technologies ou ce que cherchent à développer les techniques de réalité virtuelle, c'est la possibilité de faire une boucle d'interaction. C'est-à-dire que ce personnage-là, je pourrais lui donner un mouvement, qu'il l'apprenne et qu'il me génère un autre mouvement qui me rendrait. Ensuite, pour qu'un personnage réel puisse entrer en interaction avec les personnages virtuels. On pourrait imaginer alors un dispositif scénique dans lequel un travail de création en langue des signes puisse se mettre à interagir avec un personnage virtuel qui apprendrait ces signes et lui rendrait autre chose. Fait que là, on a une scénographie ou on a une chorégraphie qui fait intervenir personnages virtuels et personnages réels sur scène, par exemple. Et si on veut en garder la mémoire? Oui, Marie-Thérèse. Par rapport à ce qui a été dit par rapport à la langue écrite, c'est vrai que je suis un peu perturbée. C'est vrai que bon, je suis bien ici. Bon, voilà, quand je regarde en tous les cas le travail, par rapport à la langue des signes. Bon, attendez, je vais me reprendre. J'ai pas l'habitude d'avoir un interprète qui me reprend aussi en face. Alors attendez, le miroir me gêne. Par rapport donc à la langue écrite, voilà. Non, alors oui, non. Je vais rester assise. Toi, tu es proche, Marie-Thérèse, tu risques pas de tomber, tu peux venir devant. C'est vrai que le miroir me perturbe extrêmement, je suis désolée. Oui, tout à l'heure, ce qui a été dit par rapport à la traçabilité de la langue des signes, à l'écriture de la langue des signes, c'est vrai que la langue des signes, par rapport à la vidéo ou au poème qu'on a vu tout à l'heure en vidéo, c'est une forme écrite de la langue des signes, la vidéo.
Il y a la langue qui est orale et la langue écrite. On est dans une tradition orale, par exemple en Afrique, avec les griots. Et dans différents pays, quand il y a la culture écrite ou la culture orale, ça a un fort pouvoir dans la tradition culturelle. Ici, en tous les cas, dans la langue des signes, avec ces nouvelles technologies, maintenant, au fond, tout ce qu'on voit, c'est qu'il y a aussi une nouvelle technologie qui apparaît avec Facebook, avec Ouvoo, avec Skype, avec ces systèmes, ces nouvelles technologies, et qui permet une traçabilité. Là, ce qui est bien, c'est que y a quand même une distance à laquelle il faut veiller, en tous les cas, sur les différentes lignes et les différentes formes, en tous les cas, qui peuvent être mises en place dans la forme écrite de la langue. Les langues vocales n'ont aucun... Pardon, c'est l'interprète qui est perdu. Les langues des signes sont multilinéaires. Et du coup, on peut perdre une certaine linéarité quand on va la poser à l'écrit. Et donc, du coup, dans les langues vocales, il y a également des informations qui peuvent être perdues. C'est la différence entre l'oralité et l'écriture. Du coup, ce qui est intéressant, c'est que dans l'avatar, la forme d'avatar et la forme virtuelle, du coup, comme on est sur une forme visuelle et gestuelle, ça reprend complètement et c'est complètement conforme à l'expressivité et au contenu de la langue. Oui, et ça fait des promesses. Ça fait des promesses sur... déjà, ça nous permet d'imaginer toute une... en termes d'expérimentation pour la scène, pour la mise en scène, et pour la mise en scène au théâtre, ça nous permet aussi d'imaginer toutes sortes de choses en termes d'installation visuelle. Fait que faire croiser le travail des poètes avec le travail des artistes en art visuel, par exemple. Et ça nous permet aussi d'ouvrir l'imaginaire sur quel type de publication, donc, nous permettrait à la fois de diffuser plus largement les créations en langue des signes et aussi faire évoluer la création ou les différents genres littéraires. On sait qu'à partir du moment aussi où on peut imprimer la littérature, on peut aussi se mettre à travailler différentes formes. Par exemple, on a surtout dans la littérature des langues signées des formes courtes qui sont des contraintes liées à la scène puis liées à l'interaction au public. On peut imaginer qu'avec la possibilité de l'enregistrement, si là on va, une fois que ceci est capté, du côté de l'enregistrement, on peut imaginer l'apparition de formes longues. Par exemple, on pourrait voir apparaître du roman, on pourrait voir apparaître du feuilleton, on pourrait voir apparaître... Puis Internet fait émerger ça déjà. Un autre truc qui est possible d'imaginer avec les technologies de l'image, et c'est ce que certains artistes signeurs commencent à expérimenter, c'est qu'on peut avoir une interaction directe entre langue et image. Ici, Jolanta Lapierre prend une forme qui a une longue tradition. Tu sais, la photocalligraphie, c'est l'ancêtre du cinéma. Elle retourne à une source ou à une origine. Elle fait aussi un lien avec une partie de l'histoire des sourds au moment où on s'est mis à faire de la photocalligraphie en faisant pour capter le mouvement humain, il y a eu un prof qui s'appelle Marichel qui est allé, lui, Marichel, M-A-R-I-C-H-2-L-E, et qui, lui, est allé voir Jules-Étienne Maré, qui faisait de la photocalligraphie, pour lui faire enregistrer les mouvements de la parole. Alors, Marichel, lui, a utilisé la photocalligraphie pour enseigner... Le mouvement de la parole vocale? La lecture labiale. Pour enseigner la lecture labiale. Alors, les mouvements des lèvres
pour enseigner la lecture labiale aux sourds. Ce que fait Jolanta Lapierre en faisant ça, c'est qu'elle renverse ce processus. Elle reprend le procédé traditionnel, mais c'est la langue des signes qu'elle conserve et qu'elle met de l'avant dans un travail artistique. Mais donc, on peut imaginer, c'est ça. Et là, elle le fait en revenant sur des technologies, sur des techniques qui ont une longue tradition. Mais là, on fait le passage donc aux technologies actuelles, ce qui ouvre la possibilité de penser quel type de publication on veut pour la langue des signes et qu'est-ce que ça nous permettrait. Ah oui, c'est ça, j'avais perdu mon fil. Qu'est-ce que ça nous permettrait de développer? On voit des artistes signeurs maintenant utiliser des effets spéciaux pour intégrer directement des mouvements de la langue dans l'image. Fait qu'il y a des mains qui se découpent puis qui deviennent, alors que par exemple, on utilise ce signe, ce classificateur pour désigner les véhicules, on a vu des artistes sourds couper la main et la faire apparaître dans l'image en remplaçant l'image d'une voiture. Fait que, on est en train d'inventer un mélange entre langue et image qu'on n'a jamais vu auparavant. Alors, des liens entre des gens qui font de la littérature hypermédiatique et des poètes sourds, par exemple, nous promettraient de voir apparaître des trucs qu'on ne peut pas imaginer sans cette rencontre. Oui? Est-ce que vous pensez que, du coup, techniquement, on peut vraiment faire apprendre à ce personnage-là de A à Z le langage des signes? Apparemment, si je comprends bien, chaque situation a une certaine particularité dans la manière dont on fait comment on bouge les gestes, en fait. Moi, je ne vous entends pas très bien. L'interprète, c'est très difficile. Il faudrait parler. J'entends très mal. En fait, chaque situation a une certaine particularité et donc la manière par exemple de bouger les gestes, etc., il s'adapte à chaque fois à la situation. Et du coup, est-ce que techniquement, on peut l'adapter à un personnage comme ça qui pourrait donc de lui-même pouvoir finalement s'exprimer tout seul, comme on pourrait le faire avec un personnage virtuel et simplement lui envoyer un texte de mots qui se souvient? Bien, en fait, les langues signées sont des langues, hein, comme toute langue. Fait qu'en ce moment, je pense pas, vous me corrigerez si je me trompe, mais je pense pas que tout personnage virtuel apprend quelque langue que ce soit. Un personnage virtuel, même s'il utilise une langue vocale, on lui a donné un texte, puis il nous restitue un texte. On pourrait bien imaginer qu'avec une capture de mouvement précise qui permet de capter le mouvement des doigts et du visage, on puisse effectivement donner un texte et que le personnage virtuel le signe. D'ailleurs, on en voit ça dans des films d'animation. Il y a des cinéastes signeurs qui font des films d'animation et les personnages animés signent. Complètement. Après ça, s'ils peuvent être autonomes, ben, il faudrait qu'ils soient capables d'apprendre des langues, mais là, les machines ne sont pas encore rendues là. Oui? Concernant la question, en fait, là, le processus qu'on voit, la prochaine étape en fait, sur laquelle on travaille aussi, c'est justement de rendre une autonomie sur cet avatar. Donc là, on a travaillé sur la première partie qui était surtout le rendu graphique, la trace et tout ça. Et ce qu'on va ensuite faire, justement, c'est essayer de trouver une autonomie du côté des avatars virtuels pour qu'ils puissent apprendre. En fait, il y a des sortes d'algorithmes qui permettent justement de lui faire apprendre toute une base de gestes. Et donc, on va essayer justement de s'inspirer de ces gestes-là pour ensuite qu'ils puissent effectivement communiquer d'une manière peut-être plus naturelle. Il pourra apprendre du geste, maîtriser une langue, éventuellement. J'ai 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, je regarde l'heure aussi. Ah, ça va être les 5 dernières, je pense. 1. Parle plus fort, s'il te plaît. Est-ce que vous... Ah, bien. Ah, voilà. Est-ce que vous travaillez sur ça comment dire, dans une seule association, ou alors vous associez avec des écoles d'animation, genre Supinfocom, ou des écoles d'animation pour les dessins animés qui travaillent sur la 3D et qui font pas mal de choses comme ça aussi, mais pour les dessins animés? C'est une question. Le laboratoire où je suis, justement, c'est
laboratoire INRES qui est à Paris 8, qui a une formation, c'est la technologie de l'image, et il y a beaucoup de personnes qui travaillent aussi sur les films d'animation, la 3D, le logiciel formel, toutes ces choses. Donc c'est une sorte de lien qu'on a pu faire justement de cette technique graphique avec les recherches. Super. Marion? Oui, moi j'ai pas la maîtrise de tous les aspects techniques qui sont dans ce projet SIGAL, mais ce que je trouve assez magique et prometteur, c'est tout ce qui va se passer dans le cadre de l'interaction, puisque l'objectif là, c'est pas forcément d'avoir un avatar qui va devenir comme un signeur, c'est pas la copie qui nous intéresse en premier lieu, mais c'est aussi ce que l'avatar va rendre à partir de ce qui lui est donné et comment l'être réel, en chair et en os, réagit aussi dans cette interaction. Et je regardais tout à l'heure, tandis que tu signais ou que tout simplement tu gesticulais, et le petit squelette produisait des choses derrière toi qui par moment ne me permettaient pas de reconnaître le geste que tu venais de faire, ou les signes tout à l'heure de François, mais par contre qui pouvait même communiquer une émotion ou un sens vraiment au sens très large par lui-même. Et là, je me dis qu'il y a tout ce qui va se passer dans l'interaction entre cet être de chair et d'os, avec son émotion, sa sensibilité, ce qu'il va vouloir faire passer, et cet être virtuel qui va en faire l'interaction. Donc, l'objectif là du projet, c'est pas vraiment de faire une prouesse technologique qui permette ce que font plein d'autres équipes et puis qui va renforcer par ailleurs l'accessibilité ou d'autres choses comme ça. Là, il y a vraiment cette dimension de l'émotion et de l'interaction, moi, que je trouve assez magique. Ma troisième personne était par ici, mais Isabelle, ben, tu peux venir, toi, tu es... Moi, j'ai adoré entrer dans la poésie parce que il y a cette ligne, cette précision chorégraphique, ces images en mouvement, cette information, ce message, ces bras coupés derrière le dos. On a tout de suite compris ce que c'était. Et avant, oraliste pur, ça a été très difficile pour moi d'apprendre la langue des signes. Je n'étais pas convaincu de son intérêt. J'ai fait des stages de théâtre et c'est là que j'ai vraiment découvert l'intérêt du mouvement, son sens, la rapidité, le rythme, la segmentation. Et c'est comme ça qu'on comprend plus facilement, qu'on devine beaucoup mieux. Et c'est comme ça que j'étais convaincu et que j'ai compris ce que c'était que la langue des signes. Et c'est vrai que le VV... c'est Visual Virtual, c'est ce mouvement-là qu'on voit, c'est comme il y a des changements au cours de l'histoire, on passe directement à autre chose. Cet enfant qui saute à la corde à sauter, il y a un souvenir, les bras coupés, 1000 ans, l'interdiction de la langue des signes. C'est très fort au niveau du visage, c'est même flagrant. Et c'est pour ça qu'il y a besoin du mouvement et de l'expression du visage en complément. Et chez les... Elephant, j'ai appris éléphant comme ça, le mot éléphant, il fallait décomposer phonétiquement, il n'y avait aucune image, il fallait faire éléphant phonétiquement, donc il y avait le et, alors etc. C'était un e ou un e ou un e, je ne savais pas. Et où était l'image? Et en fait, avec l'image de cet animal, avec ses grosses pattes, ses grandes oreilles, cette trompe, là on a quelque chose de beaucoup plus riche, et c'est bien dommage parce que je n'ai pas vécu ça, moi, dans ma scolarité oraliste. Et moi je pense qu'il faudrait d'abord proposer une scolarité en langue des signes, imagée, et ensuite éventuellement oraliste. Voilà, ça c'est mon avis. Et en fait, ce que tu viens de nous dire, Isabelle, là, en parlant de ta propre expérience, est exactement ce dont parlait Debbie Rainey dans les 2 premières vignettes de son poème. C'est exactement ce dont il s'agit. Elle raconte l'histoire d'elle, enfant, qui est contrainte à une éducation oraliste. En fait, c'est exactement ce que vient de nous raconter Isabelle. Puis avec les conséquences du Congrès de Milan dont elle nous parle aussi, couper les mains et devenir des pantins.
Puis après ça, on passe justement à 2 autres vignettes dans lesquelles cette contrainte-là a été laissée derrière, en fait. Le passage du temps se fait avec le pivot, puis on laisse la contrainte. Fait qu'en fait, tu viens de nous faire le lien entre la poésie et ce dont il est question dans la vie des gens directement. Puis j'avais 2 autres interventions. Je pense que ça va être les dernières. Et après ça, je vais moi faire une petite conclusion. Oui? Oui? Moi, je voulais vous demander si Debbie Remy est sourde, si elle est entendante, si elle est oralisante ou non oralisante. Et je voudrais savoir si les gens qui font de la poésie en langue des signes ont eu, enfin, il existe des sources pratiques de la poésie sans avoir aucune idée de ce que c'est que l'oral. C'est-à-dire sans intuition, qui n'ont jamais été exposés à la langue des signes orale. En fait, la question que vous avez posée à la fin, c'est la question de comment on utilise la figure de l'image et de l'iconicité différente dans la poésie romancée et dans la poésie et dans la poésie romancée. Dans la mesure où l'une des grandes poétiques, comme la métaphore, par exemple, est une figure d'image iconique dans le langage oral du pays. Et dans la langue des signes, l'iconicité, est-ce qu'elle passe par une iconicité linguistique transférée en une iconicité d'un fort, ou est-ce qu'on est directement dans l'iconicité incarnée, donc très proche de la chorégraphie, de la langue? On est directement dans l'iconicité incarnée. Et c'est d'ailleurs, pour répondre à la question, je pourrais passer dans la démarche de plusieurs poètes, parce que là, les rapports de chacun à leur histoire de contact avec les langues des signes, les moments où ça arrive, ça sera très différent dans la démarche de chacun. Peut-être pour répondre d'abord à la première question, Debbie Remy, elle est sourde et je ne connais pas son histoire d'éducation à elle. Il arrive très souvent que des personnes sourdes naissent dans des familles entendantes, commencent par une éducation oralisante et découvrent la langue des signes plus tard ou rencontrent la langue des signes plus tard. C'est une expérience fréquente. Certaines des personnes sourdes naissent dans des familles sourdes, grandissent, ont un développement langagier en langue des signes et se rendent compte même qu'il existe des langues vocales plus tard. Fait que les expériences sont très, très différentes selon les personnes. Debbie Remy, je ne connais pas son histoire personnelle à ce sujet-là, mais en tout cas, elle compose directement en langue des signes. Il n'y a pas de passage par les langues vocales du tout. Ce qui est aussi le cas de Peter Cook et Kenny Lerner, mais je sais que d'autres poètes en langue des signes travaille dans les 2 langues côte à côte. Il y a une poète britannique qui est décédée maintenant qui s'appelait Dorothy Miles, dont on peut voir de la documentation de son travail, qui, elle, travaillait simultanément dans les 2, en anglais et en British Sign Language. J'en connais d'autres qui écrivent d'abord, traduisent en langue des signes ensuite. Fait que les démarches peuvent être très, très différentes. Ce qui amène toute une réflexion sur le contact des langues puis sur la transmission d'une à l'autre. Il n'y a pas si longtemps, j'ai participé à un laboratoire poétique organisé par Art Résonance. Les gens sont présents ici. Plein de gens étaient présents. On a eu toute une réflexion sur la traduction. Et il y avait sur place une poète, Aurélia Lassac, son nom, qui écrit, elle, simultanément en occitan et en français, ce qui a donné lieu à une réflexion commune sur les contacts entre une langue vocale et une langue signée par rapport au contact entre 2 langues vocales. Mais il y a énormément de choses à réfléchir et à découvrir et sur lesquelles échanger à ce sujet-là. Est-ce que je réponds à la question? Oui, ce qui m'intéressait là-dedans, c'est quand même la manière dont ça se fait. Voilà, la dimension poétique, la fonction poétique s'exprime. De fait, si on passe directement dans quelque chose d'incarné, l'économicité va s'exprimer différemment, directement dans le corps. Ça peut être tout simplement pas dans le sens de l'hypnose, mais simplement dans la intensité du geste, dans quelque chose qui est directement. Et c'est ce qu'on a l'impression de voir quand il y a des choses. Et on le voit effectivement. La personne qui est en poétique, en chorégraphie,
Ouais. C'est quoi? Pardon, excusez-moi, j'entends vraiment très mal, c'est très difficile. Oui. Parle un peu plus fort. Donc, ce que je disais, c'est qu'il y a quelqu'un qui spontanément utilisait le terme de chorégraphie effectivement, par rapport à quelqu'un qui se nommerait non pour l'équipement, on avait l'impression qu'elle dansait Saint-Laurent. Donc, elle, comme quelqu'un qui chante comme il produit la poésie. C'est un peu l'image. C'est ça qui m'a fait. Tout à fait. On est directement dans une autre modalité. En fait, vous l'avez bien observé, on est effectivement directement dans une autre modalité. Je vais vous donner deux éléments deux pistes de réponse. Comme vous allez, tout le monde aller découvrir de la littérature signée en allant sur Internet et que Google est votre ami, vous allez découvrir qu'effectivement, dans les démarches de différents poètes, il y a un rapport au corps qui est différent. Certains poètes maintiennent tout leur discours uniquement dans les mains, très, très dans le haut du corps, n'ont pas d'engagement du tout du reste du corps. Fait que on a une espèce de suspension qui est ici. Certaines personnes travaillent comme ça. D'autres personnes, comme Debbie Rennie, vous l'avez très, très bien vu, travaillent avec un engagement du corps, ce qui est aussi le cas du Flying Words Project. Puis à certains moments, on sent que le mouvement du corps motive la suite de la narration, que l'inspiration peut venir aussi dans ce sens-là, et pas uniquement dans le fil narratif. Je vous disais en début que j'ai fait ma thèse, dans ma thèse, j'ai fait notamment une histoire de la critique littéraire. Un des enjeux qui travaille beaucoup les théoriciennes, c'est très récent, là. Il y a très peu de textes encore qui portent sur la littérature en langue des signes. Une des questions qui travaillent effectivement les théoriciens et théoriciennes, c'est l'adéquation complète entre texte et corps. Et qu'est-ce que ça nous donne à penser Et effectivement, on peut imaginer que la réponse aux difficultés qu'elles ont à réfléchir la conjonction parfaite entre texte et corps passe par l'observation du travail du corps et du mouvement, justement, qui pourra nous donner des réponses sur où est l'auteur, où est l'interprète second, qu'est-ce qui résiste au passage d'un corps à un autre. Où est le style? Et où est le style de chacun. Je pense que ce titre, porteur d'image, Exactement. Exactement. Une dernière intervention avant qu'on se quitte. Oui, c'était ici. Oui, moi, en voyant ce dispositif, je reviens au dispositif, je pensais à la relation aux poésies expérimentales. Oui. Je disais que ce type de dispositif-là, s'il était pris de façon moins figurative et moins spectacle en façade, pourrait certainement ouvrir des possibilités sur la déstructuration temporelle, la déstructuration spatiale, la différence de point de vue. Alors je pense à des choses très précises. Par exemple, un travail d'Alan Sondheim, qui lui fait de la poésie numérique, mais il fait de la capture de corps, et au lieu de remettre les paramètres sur les bons membres, il les interchange. Ce qui donne des chorégraphies tout à fait surprenantes et qui suivent la langue. Je pense que là, c'est vraiment sa pertinence en langue des signes. Notre travail, je pense, c'est tout ce qui est poésie, c'est-à-dire comment le fait de changer de point de vue change le texte lui-même. Ce n'est pas simplement un texte qu'on voit sous différents angles. Oui. Et le travail informatique permettrait de faire ça. Là. Et puis alors, se rapprocher de la musique avec des temporalités et des couches de temporalité, parce que ce personnage, on peut lui mettre 3 ou 4 bras, on peut le désynchroniser, on va en mettre plusieurs qui sont déphasés ou synchronisés, et là on arrive sur la musique. Enfin, pas à l'oral, mais une musique silencieuse. J'aime beaucoup ce que vous êtes en train de me dire. Oui. Oui, on pourrait voir apparaître toutes sortes de formes qui ne naîtraient que de cette rencontre-là. Et c'est... Oh oui. La poésie, c'est un travail aussi sur la langue, même si c'est une langue incarnée, c'est une langue qui doit pouvoir être travaillée pour elle-même et pas simplement pour son rapport. Et c'est ce qui est le travail, et c'est ce qui est, c'est parfait pour conclure, c'est ce qui est exactement la démarche, et ce que nous donne la démarche des poètes dans les langues des signes, c'est qu'ils, dans leur travail sur la langue, ils font une synthèse entre un art littéraire, un art de la scène, un art du mouvement, un art visuel.
tout ça est contenu dans leur proposition. Il y a mille et une façons de le voir. Puis juste pour conclure, avant qu'on se quitte, effectivement, l'image de Jolenta que je vous ai montrée tout à l'heure, elle l'a titrée « A Splendid Flash of Concrete Poetry », faisant le lien avec la poésie expérimentale des années 50, mais étant directement en résonance avec ce que vous venez de proposer. Je vous remercie beaucoup, tout le monde, d'être présent en si grand nombre, et j'espère que les rencontres vont continuer de se faire ensuite. Merci à tous ces gens qui ont participé. Merci au LABEX.